Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce numéro de décryptage qui aborde les législatives 2019 à l'épreuve des réseaux sociaux. Eh bien, c'est inutile de vous rappeler que les nouvelles dynamiques de communication exigent de nous et mettent à notre disposition différentes possibilités de par nos smartphones, logiciels et autres. Eh bien, nous communiquons beaucoup plus facilement au-delà des canaux officiels que sont les radiodiffusions et télévisions. Eh bien, désormais, nous échangeons des informations et même sensibles à travers nos smartphones, portables et autres. Alors, à ce moment précieux, en cette période et sensible d'avant législative, que doivent savoir les citoyens des dispositions du Code du numérique, des tests en vigueur en République du Bénin? Que ne doit-on pas publier avant les élections, pendant les élections et même après les élections? Comment manipuler les informations en cette période sensible, préélectorale, bien évidemment? Les législatives 2019 à l'épreuve des réseaux sociaux. L'exercice sera fait avec un jeune juriste, Landry Angelo Adelakun. Il est présent sur ce plateau. Bonjour, Bonjour, monsieur Adelakun. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, que savoir, de manière générale, de ce nouvel arsenal juridique, le Code du numérique? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai que, comme j'ai eu à le dire, on n'aura pas à parcourir les 647 articles. Ah ouais, c'est trop dense. C'est trop dense. Ni les 7 livres qui constituent ce code. On ne pourra même pas. Mais les généralités, oui. Voilà. Oui, déjà, je voudrais présenter mes vœux les meilleurs aux téléspectateurs de Eden TV et aux auditeurs. C'est la toute première fois cette année? Diaspora FM, évidemment, c'est la toute première fois. La fois dernière, j'étais un peu pris par d'accord, oui, d'accord, voilà. d'accord. Donc, c'est une opportunité de leur souhaiter des vœux les meilleurs. Non. C'est vrai que l'année a commencé il y a longtemps. Et donc, déjà, vous l'avez rappelé, nous sommes déjà dans une période électorale. Et quand on est dans ces genres de période, il y a souvent peut-être des fois, et je dirais, la marque du libertinage, parce que nous avons une conception un peu exagérée de la liberté et de la liberté, ce qui fait qu'on pourrait peut-être porter atteinte à la vie privée des uns et des autres. Et donc, il est important effectivement de revenir sur notre arsenal juridique pour voir qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, afin d'éviter à tout et chacun de nous et des situations pas trop commodes, parce que je pense que c'est aussi le rôle de la presse, c'est un peu ça, d'informer, d'éduquer. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là. Et les Saintes Écritures l'ont aussi exigé. Ah bon, le peuple meurt faute de connaissance. Absolument, je pense que ça doit être le passage de Osée 4, verset 5. Justement. Voilà. Et donc, et nous allons rapidement dire qu'il y a eu quelques points, il y a eu quelques aménagements. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces aménagements ou ces dispositions visent quand même à sécuriser chacun de nous, à protéger la personne humaine, à protéger nos familles et puis ce que nous sommes, parce que la personne humaine, il y a d'abord une question de dignité, d'intégrité, tout et tout. Et donc, déjà, vous allez voir que même le code électoral déjà interdit ou carrément punit. Et punit ceux qui seront responsables, par exemple, de fausses nouvelles, de fausses nouvelles en vue de convaincre ou de contraindre des gens à ne pas voter. À ne pas voter. Déjà que vous répandez de fausses nouvelles, et cela est puni par le code électoral, et donc vous verrez les sanctions. Il y a une amende et puis il y a eu un emprisonnement, je pense, d'1 an à 2 ans. C'est un peu ça. Déjà, le code électoral punit ces genres de choses-là, parce que nous sommes dans une période où il y aura assez de fausses nouvelles. Il y aura assez de fausses nouvelles. On n'interdit pas aux gens de ne pas battre campagne, mais il est quand même nécessaire de se conformer aux dispositifs législatifs en vigueur. Quand on rentre dans le code du numérique, vous verrez qu'il y a eu assez d'infractions qui ont quand même été prévues. Et donc, on parlera par exemple de l'incitation à la rébellion. Est-ce que vous voyez, de l'incitation à la rébellion? Il ne faudrait pas profiter de ces périodes de campagne pour inciter le peuple à la rébellion. Et ça, je pense que nos concitoyens doivent pouvoir le retenir, parce que quoi? Et dans, je dirais, dans cette émotion, dans cette, je dirais, dans ce sensationnel de vouloir peut-être haranguer la foule, nous
nous faisons l'amalgame parfois entre le discours politique qui quand même peut être également un discours sensé, un discours qui n'incite pas à la rébellion, avec notre comportement d'inciter à la rébellion, et d'autres trouvent même des mécanismes oui, à la haine, voilà, à la haine, au régionalisme, au tribalisme, ethnocentrisme et autres. Donc d'autres trouvent même des dispositions parfois dans notre loi fondamentale pour justifier ces genres d'aberrations. Et donc voilà autant de choses qu'il faut éviter. Il y a encore d'autres infractions, hein. Il y a d'autres infractions, par exemple les questions de menaces. Vous voyez, les questions de menaces, il y a des menaces pour contraindre à voter pour ou à ne pas voter pour. Donc voilà autant de choses qui sont prévues et punies par le Code du numérique. Alors, parlons maintenant, allons au cas par cas. Landry Angelo Adelakou, les fausses nouvelles. Quand est-ce que le fait est constitué et qualifié de fausses nouvelles? Oui, vous savez, pour les infractions, il y a une règle générale, c'est que vous avez l'élément légal, vous avez déjà, il faut d'abord parler de l'élément matériel, donc le fait même, l'acte que vous posez qui est l'élément matériel, et puis nous avons l'élément légal, et puis après il y a l'élément intentionnel. Donc vous voyez, qui sont trois éléments cumulatifs. Et donc à partir du moment où vous posez un acte... Par exemple, je vous arrête pas. Le récent cas de la mort de l'honorable Atao Renouko, enfin je dirais de la supposée mort de l'honorable Atao Renouko. Voilà des choses, bon, seulement que là, puisque nous sommes en matière électorale, il me serait difficile de faire la liaison entre cette affabulation, cette intoxication et les élections. Est-ce que vous voyez? Donc si on arrivait à prouver que cette intoxication visait une campagne électorale, visait à contraindre les gens à ne pas voter pour une sur une si cette intoxication était intervenue en pleine campagne. Voilà, et qu'on voit que c'est parce que, vous savez, j'ai parlé de l'élément matériel, donc on considérera que l'intoxication, le fait d'avoir menti que l'honorable a rejoint le père, est déjà un acte, élément matériel. Maintenant, l'élément légal, c'est qu'il y a une disposition qui dit que les fausses nouvelles sont punies, n'est-ce pas? Maintenant, l'élément intentionnel, nous allons voir maintenant si, en déclarant que quelqu'un qui est vivant est mort, l'intention, c'est de conduire des gens à ne pas voter pour une sur une grecque, alors on dira qu'à partir du moment où les trois éléments sont réunis, l'infraction est constituée. Et donc, quand cela fait défaut, on ne pourra pas dire que l'infraction est constituée. Par contre, nous allons rentrer dans le code du numérique pour dire que cela est punissable. Est-ce que vous voyez que cela est punissable? Parce qu'on pourrait le mettre, peut-être, ça dépend de la compréhension qu'on pourrait y peut-être dénicher. On pourrait parler peut-être de la diffamation ou carrément de fausses nouvelles également, qui est également puni par le code du numérique. Donc, on ne pourra pas véritablement s'appesantir sur le code électoral. Mais en application du code du numérique, je pense que si on était vraiment rigoureux sur les tests, on doit pouvoir dénicher l'origine de cette affabulation et de tous ceux qui ont relayé. Parce que c'est aussi ça, ce qu'il faut comprendre. Le code du numérique punit l'auteur, c'est-à-dire l'auteur premier. D'où est-ce que l'information est partie? Parce qu'il faut dire que le Bénin a évolué aujourd'hui. Nous avons l'organe de répression contre la cybercriminalité qui fait un travail monstre. Et donc, on pourra retracer l'origine de cette information. Et tous ceux qui, par, je ne sais pas, par connaissance ou par ignorance, ont relayé, ont manipulé, voilà, ont relayé. Tous ceux-là également sont concernés parce que le code du numérique ne punit pas seulement celui qui est resté dans sa chambre et qui a fabriqué, qui a pondu quelque chose qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Mais nous autres également qui, par ignorance, voyons et puis nous partageons. Vous voyez, on est tellement speed à partager. Les lui et vous, pour vous, sont aussi punis. Absolument. Au même titre que l'auteur principal. Absolument, parce que là, vous avez contribué à relayer une fausse information. Et donc, vous n'allez pas vous justifier votre gaffe par le fait que cela n'a pas été rédigé par vous. Vous avez relayé une fausse information également sans le savoir. Et donc, le code numérique... Il devrait normalement avoir une situation atténuante pour ces relayeurs en griffe ignorant. D'accord, il n'y a pas de souci. Si situation atténuante, il devait y avoir, ce serait devant le juge. Le juge appréciera, il comprendra que effectivement, même s'il y a un postulat qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est pour cela que nous allons inviter les gens à lire le code du numérique. Et donc le juge verra que, bon, c'est vrai, peut-être que par ignorance vous l'avez fait, bon, peut-être qu'au lieu de vous flanquer 6 mois, bon, je peux vous donner 5 mois. Une chose est sûre, c'est que vous serez puni. Voilà. Ah oui. Avant d'en venir aux citoyens, restons avec, je dirais, l'essentiel des politiques. Je veux parler des différents potentiels candidats qui seront d'ici à là en campagne. Vous n'êtes pas sans savoir que pour convaincre tel sa base, eh bien, on fait usage de différents arguments. Parfois,
il faut peindre le camp d'en face en noir pour se rendre davantage visible, pour s'accorder plus de la confiance de sa base, de ses citoyens, de ses militants. Dans ce cas, va-t-on parler d'injure, puisque l'injure est aussi punie par ce code? Oh oui, vous savez, déjà, l'injure est punie parce que c'est pour cela que nous allons voir si à partir de l'infraction est constituée, je crois qu'il n'y a plus de débat. Donc, vous pouvez convaincre vos, je sais pas, vos électeurs et autres sans quand même injurier votre adversaire. Vous pouvez le faire, c'est possible. Et donc, vous pouvez le faire. Maintenant, il arrive parfois qu'on rappelle les casseroles, les vilains comportements de tel ou tel challenger. Ah oui, vous savez, quand on rappelle les casseroles ou le passé de X ou Y, en réalité, cela n'est pas une infraction. Mais s'il s'avérait que nous étions en présence d'une calomnie, voilà, qui est différent aussi, que la calomnie est différente de la diffamation, s'il s'agissait que nous sommes en présence d'une calomnie, alors là, mais elle est punissable. Mais si c'est une vérité, vous rappelez des faits qui sont connus, qui sont attestés, qui sont prouvés, ou peut-être une juridiction avait déjà condamné l'intéressé pour telle chose, même si l'intéressé a été réhabilité et que vous rappelez cela, bon, on verra que oui, c'est une tâche de les exemples dont on parle. Voilà, c'est une tâche de sa vie, ça existe. Vous pouvez prouver que en 1900... On en arrive jusqu'à rappeler aux citoyens, rappeler aux militants à la base que voilà, celui qui se fait passer pour le militant, pour le bon mécène dans leur zone, est un repris de justice. Ouais, c'est là où il s'agit d'un rappel. Il reviendra donc à l'intéressé de montrer que conformément au code électoral, quand vous avez été condamné et que vous avez été réhabilité, vous avez ce droit d'aller aux élections. Et que le fait d'avoir été condamné, le fait d'avoir fait la prison ne vous prive pas de votre droit d'aller aux élections à partir du moment où vous avez réhabilité dans vos droits, à partir du moment où vous n'êtes pas déchu de vos droits civils et politiques. Et donc, quand quelqu'un dit que oui, c'est parce que vous avez fait la prison, parce que vous avez été condamné à peut-être un an d'emprisonnement ferme et autres, mais à vous de dire oui, en effet, ça, mais cela, c'est une vérité que nous pouvons toucher, n'est-ce pas? Cela est vrai, mais le code électoral me permet, à partir du moment où j'ai été réhabilité, de pouvoir être candidat. Et c'est à lui de montrer qu'en réalité, la prison, c'est, bon, vous savez, le milieu carcéral, au-delà de ce que nous pouvons penser de loin, c'est un milieu de réadaptation, de réinsertion. Est-ce que vous voyez? Et donc, on ne peut pas prendre parce que quelqu'un a fait la prison et puis, comme ça, mettre une croix rouge ou une croix noire sur cette personne et dire que la personne est un individu qu'il faut abandonner. Non. Le rôle du milieu carcéral, le rôle de la prison également, c'est de rééduquer l'individu. Oui. Et donc, vous voyez, et donc c'est à lui de jouer, de montrer qu'en réalité, c'est ça. Il est allé en prison. En effet, tout le monde peut y être. Tout le monde peut y être. Maintenant, quand vous ressortez, est-ce que vous êtes réhabilité? Oui. La loi vous permet de le faire. Maintenant, vous-même, en tant qu'individu, est-ce que vous avez appris de votre séjour dans ce milieu que nous ne souhaitons pas? Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que le fait d'avoir fait la prison ne devait pas être un argument de campagne. Cela ne serait valable que peut-être dans des milieux trop reculés. Vous l'avez bien dit. Parce que dans certaines contrées reculées où le taux d'analphabétisme est considérable, eh bien, on joue sur la sensibilité, on joue sur l'émotion. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une culture rigide. Et quand on dit de vous que vous êtes un repris de justice, quand on dit de vous que vous avez commis tel ou tel fait, eh bien, ça vous classe d'office de l'autre côté de la société. Oui, voilà, donc certains peuvent jouer avec ces éléments et affronter facilement le challenger sur le terrain lors de campagne. Alors, Landry Adelakun, au-delà des dispositions générales et autres, quelles sont les innovations de ce texte de loi, de cet arsenal juridique? Quel code du numérique? Vous savez, déjà, il faut comprendre que depuis quelques années, il y a eu ce que vous appelez bien sûr les nouveaux médias. Je pense que je suis dedans. Et donc, avec l'avènement des réseaux sociaux et autres, il fallait encadrer les libertés des uns et des autres parce que la liberté, oui, la liberté, c'est vrai, c'est un principe, mais qui a également des limites. Il faut respecter la vie des gens parce qu'il n'est pas rare de voir des photos, vous voyez, des photos intimes et autres des gens sur les réseaux sociaux dont il fallait encadrer. Donc, ce code est venu encadrer tout cela. Et donc, aujourd'hui, on ne dira pas que le Bénin est dans un vide juridique par rapport à ces nouveaux médias. Et tout cela est encadré, tout ce qui peut être fait. Vous voyez, par exemple, quand le code, vous voyez que le code est allé même jusqu'à dire que lorsque vous êtes fournisseur, par exemple, d'un service Internet, il vous revient de vous assurer que vos abonnés, vos clients,
ne téléchargent pas, ne sont pas en train de faire des téléchargements illicites. Est-ce que vous voyez, vous devez pouvoir mettre des mécanismes et autres. Et donc, de veille, de vérification, de contrôle. Voilà, de contrôle. Donc, tout cela aujourd'hui est contrôlé. Également, le code du numérique punit également les questions de xénophobie, les appels à la xénophobie, les messages xénophobes et autres. Est-ce que vous voyez, parce que généralement, on aime ça. On aime ça montrer que l'autre est étranger ou bien n'est pas d'ici, il est de là-bas. Donc, voilà, c'est de l'autre village et autres. Donc, voilà des choses que le code du numérique est en train de punir. Peut-être que nos populations ne le savent pas encore. Mais ces genres de messages, ces genres de propos xénophobes sont également punis par le code du numérique. Donc, là où chacun pouvait rester et faire le fils du terroir, chacun pouvait rester et tenir des propos comme s'il était le seul, non, je pense que ce temps est passé. Désormais, nous sommes dans une république et les textes ont encadré et certains nombre de choses maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord. Ça, c'est normal, hein, on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, on fait généralement les critiques de ces textes-là. Mais dans une république, quand un texte est en vigueur, on le respecte. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Landry Angelo Adelakun, voilà pour ce qui est de cette période, je dirais, préélectorale. Maintenant, passé les législatives, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant que les instances habilitées, à savoir la Sénat, la Cour constitutionnelle ne se prononcent, eh bien, les tests sont clairs là-dessus. Eh bien, pas de publication, pas de grande tendance avant celle de la Sénat. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons, enfin, les différentes formations politiques ont des représentants dans tous les bureaux de vote et munis de nos smartphones aujourd'hui, c'est vite fait. Même à Cotonou, on sait ce que donnent les bureaux de vote dans la partie septentrionale du pays. Que prévoient les tests? Vous voyez, il est vrai que les grandes tendances et autres, c'est la Sénat qui les annonce, tout ça, et puis la Cour constitutionnelle viendra donner les résultats définitifs et autres. C'est vrai, mais vous devez comprendre que nous sommes dans un monde où tout est dynamique, tout évolue, il y a eu des évolutions, et donc les nouveaux médias doivent être aussi mis à contribution pour la transparence, l'intégrité des élections, parce que c'est des critères essentiels pour jauger de la qualité de notre démocratie. Il est vrai que nous organisons les élections de façon régulière. Une autre caractéristique des grandes démocraties. Il ne faudrait pas en faire un usage exagéré. Exagéré. Et donc, sinon, ces nouveaux médias peuvent aussi perturber sensiblement tant ces résultats que la quiétude, que l'harmonie, que l'organisation de ces élections. En effet, vous savez, le problème ne se pose pas à partir du moment où les tendances que ces médias annoncent sont peut-être relativement proches de ce qui se fait par les instances habilité quand même à donner cette tendance-là. Et donc, le problème ne se pose pas trop. On pourrait craindre qu'il y ait un défaut ou bien qu'il n'y ait pas un arrimage entre ce que ceux-là vont donner et ce que la Sénat va donner. Donc, vous savez, c'est vrai, les gens sont libres de donner des tendances. On ne va pas les interdire de donner des tendances, mais la Sénat donne les grandes tendances officielles et puis la Cour constitutionnelle vient donner les résultats définitifs et autres. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est que on ne peut pas limiter la surveillance. C'est vrai qu'officiellement, la Sénat, le ministère de l'Intérieur et autres, on connaît les organes, mais on ne peut pas limiter la surveillance seulement aux institutions de l'État, aux organes étatiques. Non, ce n'est pas possible. Il faudrait que le citoyen aussi ait un regard. Vous allez voir, par exemple, quand vous prenez la plateforme des OSI, la plateforme électorale. Et donc, qui joue également un rôle, qui a joué un rôle dans les présidentielles. La chambre des situations. La chambre, vous voyez, est-ce qu'il y a un thèse qui dit de ne pas faire ou bien de faire? Et donc, voilà autant de choses. Et vous savez également qu'il y a eu un de nos compatriotes qui fait un excellent travail. Vous avez parlé des OSC. C'est un ensemble bien structuré. Non, les OSC, c'est qui? C'est nous, c'est vous et moi, les journalistes, les têtes couronnées, tout le monde ensemble. Quand on prend l'exemple de la chambre des situations, oui. C'est une organisation bien structurée et vous l'avez suivi. Oui, en bien effet. Planifié. Vous savez, avec des représentants situés sur tout le territoire, dans les bureaux de vote. Oui. Mais là, ce ne sera pas le cas pour le citoyen ordinaire. Vous savez. Qui a, par exemple, son copain ou son ami dans tel bureau de vote et qui lui pose la question, qui lui demande et il lui envoie, je dirais, tous les détails concernant X ou Y par rapport à tel bureau de vote. Non, vous savez, même avec les citoyens... Là, il n'y a aucun discours. Non, pour les citoyens, c'est vrai, je ne vais pas les défendre, mais pour ce que moi j'ai vu et aux dernières élections, c'est que les gens prennent juste les informations qui ont été consignées à la fin et après les décomptes.
Est-ce que vous voyez, puisque les gens sont là, ils regardent. Oui. Ils regardent. Donc, les informations qui sont consignées à la fin, généralement, c'est ce que les gens prennent. C'est ce que les gens n'aiment pas qu'ils essaient d'intoxiquer. Vous avez bien dit les informations, les dernières informations, le rapport, les chiffres, le total et autres. Oui, c'est ce qu'ils prennent. Qu'est-ce qui prouve que cette information du bureau de vote de Djougou, passée à Landry Adelakoum ou à telle personne à Cotonou, le chiffre reste le même que celui qui est inscrit au tableau dans le bureau de vote? Là, effectivement, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais vous voyez que dans tous les pays au monde, c'est comme ça. C'est comme ça parce que, vous savez, c'est une belle fête, hein, les élections. Et c'est ainsi que le citoyen se sent impliqués dans l'organisation d'une façon ou d'une autre des élections. Puisque vous verrez qu'il y a des citoyens, eux, n'ont pas de choses à faire le jour des élections, c'est d'aller rester là, ou carrément il y a d'autres qui restent dans leur coin, ils regardent l'heure, commencent par regarder l'heure. Est-ce que nous avons déjà fini l'heure? Et bon, voilà, c'est proche. Et puis ils font sur les scènes. Non, c'est une manière. Non, nous ne pouvons pas refuser, parce que vous savez, j'ai dit, nous avons un compatriote qui fait un travail monstre, un très bon travail, qui donne des tendances également. Il a une institution, je pense, voilà, qui fait un travail, qui donne les tendances. C'est ce qu'il a donné pour les présidentielles. Vous avez vu à peu près, la marge d'erreur, c'est à peine 1%, quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est vrai qu'au départ, on n'y avait pas cru. On n'y avait pas cru. Donc, si on vous devait prétester de ce que c'est seulement les institutions de l'État, c'est seulement les organes chargés ou reconnus légalement qui doivent donner les tendances, on pourrait dire non, pourquoi est-ce que tu le fais? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les tendances données par cette institution ou par les citoyens n'engagent que. Est-ce vrai? N'engage que les citoyens, n'engage que l'institution qui a fait son travail. Et c'est là le problème, Landry Adelakoum. Ça n'engage que ces institutions, ça n'engage que ces citoyens. Mais mal gérés, ces tendances peuvent déjà constituer une sorte de début de trouble à l'ordre public. En effet, c'est vrai, mal géré. C'est pour cela que nous sommes déjà en train de rappeler aux gens que ces tendances n'engagent que les organes qui les ont données, n'engagent que les citoyens qui les ont données. Parce que dans tous les pays, même quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, d'abord, même avant les élections, il y a les sondages. Justement. Et après, même, il y a voilà, on vous sort quelque chose en même temps pour dire que, voilà, si, avant que les résultats officiels ne sortent pour valider, encore que là-bas, c'est rapide, ce n'est pas ce que nous fabriquons ici, hein, c'est rapide. Nous allons y arriver également parce que je pense que nous sommes sur le chemin. Mais ce que je dis, c'est que c'est vrai. Si ces tendances ne sont pas bien gérées, on pourrait considérer que le citoyen est en train de vouloir créer une situation de trouble. Non, je pense que c'est des questions qui seront traitées au cas par cas. Ou c'est des questions qui seront traitées au cas par cas quand le juge ou bien peut-être saisi de telle situation verra qu'en effet, l'intention de celui qui a rédigé, qui a relayé cette information, c'était de troubler l'ordre public, c'était de créer de la zizanie dans le pays, c'était quand même de rendre peut-être le pays ingouvernable, comme le disaient certains. Et donc, là, on pourrait alors voir que là, il s'agit là d'une infraction et autres, tout ça là. Mais c'est des questions à traiter au cas par cas. Là, vous parlez du juge, c'est quand tout a été maîtrisé jusqu'à ce que les intéressés se soient présentés au juge. Là, c'est que tout va bien. Jusque-là, tout va bien en griffe. Ouais, vous savez, la culture. Je comprends vos craintes, en fait. Mais vous savez, la culture démocratique, c'est clair. On sait que quand on va aux élections, voilà comment ça se passe, voilà les organes habilités à donner les résultats. Et donc, c'est pour cela, c'est à cette culture-là que nous devons éduquer. Bon, excusez l'expression. Ou sensibiliser, c'est mieux, voilà. Voilà l'expression que je cherchais. Sensibiliser nos parents, nos frères et sœurs, à comprendre que ce sont les organes de l'État qui donnent. Et donc, vous ne pouvez pas prétester du fait que quelqu'un, un citoyen ou une institution qui n'est pas légalement reconnue, a donné un résultat et que, je ne sais pas, envahir les rues parce que voilà des choses qui sont quand même également punies par la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, tout est encadré. Je pense que si les politiciens ne s'y mêlent pas, la fête sera belle. Oh, ils doivent simuler parce qu'ils sont les principaux acteurs de ce dont nous parlons. Vous ne me direz pas le contraire, Landry Angelo Adelakoum. Et quand j'en parle, quand j'y insiste, c'est justement à propos du nouvel arsenal juridique. Je veux parler de la charte des partis politiques, le code électoral, qui sont là des tests à peine maîtrisés par l'ensemble des citoyens. Et chaque citoyen, chaque juriste interprète comme il l'entend en griffe les différentes dispositions, surtout les dispositions délicates et à polémique. Je veux parler par exemple de l'article 242 du Code électoral qui jusque-là reste difficile à appréhender et même dans votre famille de droit. Alors, quand chacun en interprète comme il l'entend et que nous avions par le passé de vieilles habitudes,
Il suffit juste que dans notre contrée, Jacques ou Pierre, qui restent les jeunes les plus dynamiques, arrivent en tête du vote, qu'on se dit, voilà, d'office, ils doivent être élus, tout au moins le premier doit être élu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Il faille réunir 10% sur toute l'étendue du territoire national. Le citoyen ordinaire est-il conscient de ces détails pour savoir raison garder dans la manipulation de l'information au soir du vote? Je ne sais pas si vous appréhendez la délicatesse de mon interrogation. Je vois, vous l'avez dit que chacun l'interprète comme il l'entend, ce qui est normal, c'est ça. Ben, vous savez, c'est aussi ça qui fait la beauté du droit. Hein. C'est aussi ça qui fait la beauté du droit parce que vous avez votre perception, vous avez votre angle d'analyse, vous interprétez comme vous semblez et comprendre les dispositions. C'est un peu ça. C'est ce qui fait que déjà nous avons environ 3 interprétations. Ce qui est normal. Cela aussi participe de la beauté de la chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour cela que je dis que c'est du fait en fait. De la vitalité. Oui, de la vitalité. Vous voyez, est-ce qu'on a interdit à quelqu'un de ne pas interpréter? Chacun interprète et l'interprétation de chacun n'engage que lui. Vous voyez, j'ai interprété à ma manière. Je peux encore me réveiller demain, peut-être interpréter autrement quand je me rends compte que non. Donc chacun interprète à sa manière. Mais vous savez, cette question d'interprétation à tout va, c'est peut-être, c'est là où vous voyez que les institutions de l'État ont peut-être un peu failli parce que, donc je pense que le juge constitutionnel va nous aider à comprendre. Nous allons essayer de faire quelque chose dans la semaine pour que le juge nous permette de comprendre. Parce que quoi, vous savez, le problème en réalité n'est pas au niveau du juge constitutionnel. Certains sont allés le voir pour demander son interprétation. Déjà, la démarche n'est pas trop bonne. Ce n'est pas une démarche cohérente, surtout quand on est législateur. Quand on a écrit soi-même un texte, on ne va pas demander à celui qui veut l'appliquer quelle est son interprétation. C'est vous qui lui donnez votre interprétation. C'est comme ça la démarche. Donc, je ne vois pas. Encore que le juge, déjà, quand il a pris fonction, nous a déjà rappelé à travers une décision de remise en cause du délai du COSLEPI qu'un discours nous saurait avoir une force juridique. Donc, je ne comprends pas dans quelle démarche on est quand on va demander de bouche à oreille au juge de vous donner l'interprétation. Vous ne l'avez pas saisi pour qu'on estime même que c'est précoce. Est-ce que vous voyez? Mais vous savez, quand vous prenez le code électoral met à la charge de la Sénat, entre autres missions, la mission d'information des citoyens sur le contenu du code électoral. La mission d'information des citoyens sur le contenu du code électoral. Et donc, de l'interprétation de ce tiret du code, d'une des dispositions du code électoral, vous vous rendez compte ou bien vous comprenez que si la Sénat avait réellement organisé une séance d'information des citoyens sur le contenu, on doit pouvoir déjà connaître l'interprétation de l'article 242. Mais pour ce que je sais, j'ai appris que la Sénat réellement a organisé quelque chose et qu'elle aurait distribué des documents contenant le code et autres. Non, ils ne sont pas rentrés dans le document. Alors que on a dit le contenu du code. Et déjà, quand même, parce que quand on dit que vous avez l'obligation d'informer sur le contenu et que vous voyez qu'actuellement il y a un débat, donc vous profitez du débat et surtout, même en disant qu'il faut informer sur le contenu du code, nous savons que c'est une nouvelle loi. Et donc, il y a des innovations. En toute logique, en toute cohérence, la Sénat, tout au moins, doit informer sur les innovations. Montrer l'implication des innovations. Qu'est-ce que ça change? On maintient quoi? Les innovations, voilà ce que ça dit. Mais si cela n'a pas été fait, c'est pour cela que je dis, à l'heure actuelle, je pense que nous sommes en train d'accuser à tort le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel qui jusque-là est dans son rôle, dans son parfait rôle. Et donc c'est à la Sénat qui a l'obligation, conformément au code électoral, de nous informer sur le contenu du code, de nous dire quelle est la compréhension à avoir. C'est tout, c'est simple. Vous avez dit, je vous crois avoir suivi le président de la Sénat, M. Tiando, récemment. Poursuivons Landry Angelo Adelakon, puisque la précédente question, si j'y suis revenu, c'est parce que, bien évidemment, les citoyens sont confrontés à une série d'interrogations actuellement par rapport au nouvel arsenal juridique. Et ces interprétations, je ne dirais pas mauvaises forcément, ces différentes interprétations de ces articles difficiles à comprendre, eh bien, pourront générer au soir des élections, je ne dirais pas des contentieux nécessairement, mais des doutes, des zones d'ombre. Parce que quand je prends ma contrée, où depuis 10 ans, 10, 15 ans,
le sieur Bonou a toujours été élu. Et qu'au soir des élections, dans presque tous les bureaux de vote de cette commune ou de ma contrée, eh bien, le Bonou est arrivé en tête dans ma zone, eh bien, il serait difficile pour le citoyen ordinaire des tréfonds de Zado Mangon ou de Khlagba d'admettre après que ce Bonou ne soit pas élu après décision des instances habilitées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le mécanisme, le principe, la logique des 10%. Et cela pourrait être entretenu aussi sur les réseaux sociaux. Vous ne direz pas le contraire. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Vous savez, tout cela, c'est des craintes de frustration que nous avons tous, hein, que nous avons tous, même si nous voulons croire que peut-être que notre peuple n'ira pas jusqu'à cette extrémité. Mais en fait, c'est inquiétant parce que je pense pour ma part que pour une telle disposition, si on devait la mettre dans une loi électorale, et cela devait prendre du temps, c'est-à-dire quoi, on estime que la loi a été peut-être promulguée ou adoptée aujourd'hui et que les élections sont dans 2 ans, 3 ans. Donc nous avons le temps de sensibiliser, nous avons le temps de comprendre, nous avons le temps d'informer, de sensibiliser, voilà, d'informer les gens sur le contenu, sur les implications de ce principe. Mais quand vous voyez une loi qui a été adoptée il y a à peine 1 an, qui a été promulguée récemment et que les élections dans quelques mois, donc on se demande quel est le temps. Dans quel temps vous irez convaincre les gens pour leur dire, bon, désormais, vous allez devoir vous calmer si cela arrivait, donc apprêtez-vous. Jusqu'alors, je vous parle déjà qu'il y a confusion. Les gens ne savent même pas que quelque chose a changé. Il y en a dans le pays qui ne savent même pas que quelque chose, ils ne savent pas que quelque chose a changé. Voilà. Et donc, ces gens-là, il y a cette catégorie encore. Voilà. Et donc, il y a ceux qui savent que quelque chose a changé, oui, mais quoi? Mais quoi? C'est vrai, ils apprennent que quelque chose a changé, mais qu'est-ce qui a changé? Ça va revenir à quoi? Et puis on est là. Donc, c'est effectivement là la crainte parce que, et là, je crains que les réseaux sociaux, effectivement, nous s'y mêlent. Et c'est pour cela que nous allons informer, c'est vrai. On peut ne pas être d'accord. Nous, en tout cas, nous, pour notre rôle, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais nous appelons les gens quand même à respecter la légalité, les textes de la République. Parce que quoi? Vous savez, dans ce pays, les gens ont une habitude. On induit les gens en erreur. On les accompagne dans l'erreur. On leur dit, oui, tu es garçon, fonce. On les accompagne et quand on doit appliquer les textes de la République désormais, on voit que c'est seulement ceux-là qui sont responsables, qui ont posé les actes, qui sont responsables de leurs actes, et ce qui est normal d'ailleurs. Donc ceux-là qui sont derrière à accompagner, et oui, il faut faire ci, il faut faire ça, on ne les voit plus. Et donc vous allez voir, d'ailleurs, sont dans nos maisons d'arrêt aujourd'hui, malheureusement. Et donc c'est pour cela, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, on peut ne pas être d'accord. Il y a 1000 manières, en tout cas quand on est dans un état de droit, d'exprimer son désaccord, mais jusqu'à aller prendre les réseaux sociaux peut-être en otage, en griffe, et inciter à la révolte, inciter à la rébellion et proférer des menaces, là, franchement, je pense que les textes de la République seront malheureusement appliqués, ce qui est triste. C'est pour cela, je pense que nos politiques... Ces différentes formes d'incitation prennent encore, je dirais, des manières, peuvent passer par des manières insidieuses, des manières ouvertes et des manières dissimulées. Oh, je ne dirais pas le contraire. Ah oui. C'est déjà au soir du 28 avril 2018, Landry Angelois de Lacon. On peut déjà passer par les groupes, les nombreux groupes les plus visibles sur WhatsApp et Facebook aujourd'hui. Je ne veux pas en citer ici. Oui. Commencer à définir déjà, non pas le profil, mais la configuration du prochain Parlement, de la 8e législature. Mais ça, c'est clair. Ça se fera. Vous allez voir, ça se fera. Mais cela ne devrait pas commencer avant les grandes tendances. Mais vous allez voir, si on n'y sensibilise pas, si on s'y mêle pas plus tôt, eh bien, les réseaux sociaux pourront sensiblement modifier la donne. Vous savez, l'avantage des réseaux sociaux aussi, il ne faut pas perdre cela de vue, c'est que désormais, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il peut y avoir des intoxications, je ne refuse pas. Mais pour l'expérience passée, est-ce qu'il y a eu une intoxication? Ah bon, en tout cas, pas fondamentalement sur les résultats finaux. Est-ce que vous voyez, sur les résultats finaux, nous avons vu que tel que les choses ont été prévues, à quelques pourcentages près, c'était ça. Est-ce que vous voyez? Donc imaginez, si les réseaux sociaux... Il y a des groupes crédibles sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes sur WhatsApp comme sur Facebook. Il y a des groupes un peu sérieux. Oui, c'est humain. Oui, qui ne manipulent pas, qui n'ont pas pour objectif de manipuler, de liguer tel camp contre l'autre, de liguer telle partie du pays contre l'autre partie du pays. Eh bien, vous savez, comme on l'a déjà dit, les questions de xénophobie... Il y en a qui agissent tels des mercenaires parce que réquisitionnés par tel camp, telle chapelle politique, et agissent
de cette manière. Ah, s'ils sont des mercenaires, c'est qu'ils seront appréhendés, traités comme tels. C'est tout. Ils seront appréhendés. Non, non, non. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Il faudrait que les gens respectent les règles. Si vous êtes des mercenaires, il faudrait pouvoir assumer parce que vous savez, il faut apprendre à assumer les responsabilités quand on pose un acte. Et donc, si des gens se permettent d'intoxiquer, d'être à la solde des hommes politiques pour, je ne sais pas, diffuser du n'importe quoi, pour diffuser des affabulations et autres sur les réseaux sociaux, ils seront appréhendés et traités comme tels. Ce que moi je dis, c'est l'aspect positif des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent d'avoir des élections transparentes, crédibles. Est-ce que vous voyez? Donc, au fur et à mesure, nous avons les informations et c'est ce qui nous intéresse tous. Et donc, on ne pourra plus dire que désormais, il y a des cantines qui viennent de quelque part, qui doivent faire 2 ou 3 jours sur la route et puis ça vient, ça modifie tout. Ou bien, parce que vous savez, il y a des craintes aujourd'hui. Il y en a qui pensent que peut-être que le pouvoir en place fera ci, ou bien peut-être que l'opposition a déjà mis une base quelque part pour bourrer les unes et autres, tout ça là. Donc, au moins avec les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux permettent de voir clair. Et si, d'être informé à temps. D'être informé à temps. Ce qui fait que si jamais. Parce que les canaux officiels prennent un peu de temps, ils analysent, ils étudient. Vous savez. Mais sur les réseaux sociaux, c'est juste quelques secondes après, l'information est bombardée, l'information est publiée. Ce qui fait que, ça dit aujourd'hui. Maintenant, l'information telle qu'elle est. Oui, l'information brute. L'information brute. Parce qu'une chose est que c'est vrai, l'information brute va sortir et après, avec les grandes tendances et autres, on verra qu'il y a eu peut-être tripatouillage dans un poste, il faut annuler, et dans tel bureau de vote, il faut annuler. Tout ça, ça viendra après, il n'y a pas de souci, nous sommes d'accord. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettront de voir qui est qui et on saura que les résultats qui sont là, oui, relativement sont proches de ce qui est annoncé également. Parce que vous savez, les réseaux sociaux dont on parle là, les citoyens qui font ça, je ne parle pas des mal intentionnés, ceux qui le font, je dis, ils participent à la veille citoyenne. Et c'est ce dont nous avons besoin aussi aujourd'hui. C'est-à-dire éduquer les gens, diffuser ce qui est réel, que vous pourrez prouver. Vous avez bien dit, diffuser ce qui est réel. Que vous pourrez prouver, parce que ce n'est pas bien. Mais quand on change, quand on change 4% en 40%, et quand on le fait sciemment, ça peut modifier non seulement le subconscient, le mental, l'émotion aussi d'une contrée. Je vois effectivement parce que les réseaux sociaux, effectivement, c'est aussi un pouvoir carrément. C'est un pouvoir carrément qu'il faut essayer aussi peut-être de réguler, mais il ne faut pas mettre la main sur les réseaux sociaux en tant que tel. Il ne faut pas empêcher les gens d'informer. Il ne faut pas les empêcher d'informer, mais on va juste continuer à les sensibiliser. On ne va pas empêcher ici, comme le font de manière maladroite certains États pendant la période électorale. Oui, on coupe l'accès à l'Internet. Sur tout le territoire national. Vous comprenez ce que cela n'a jamais été le cas ici. Non, non, ici, nous, notre pays, vous savez, ici on est un État démocratique, oui, l'État de droit. Le BD, quoi qu'on dise, un État démocratique. Vous voyez, nous sommes là, nous parlons. Nous osons même attaquer des décisions. Ailleurs, non. Nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai que des décisions même qui sont sans recours, quand on n'est pas d'accord, on le dit. Ailleurs, vous ne pouvez pas. Et peut-être ailleurs, à pareille époque, on aurait déjà coupé l'accès à Internet. Nous, je pense que ça ne sera pas fait dans notre pays ici. Non, c'est même impossible. Les réseaux sociaux nous permettront de voir quand que ce soit la mouvance, quand la mouvance aura peut-être, je suppose, 50 députés à l'Assemblée nationale, les réseaux sociaux nous auraient déjà permis de voir qu'avec les tendances, oui, c'est possible. Quand l'opposition aura 50 députés, les réseaux sociaux nous auraient... Donc, vous voyez, nous auraient déjà mis la puce à l'oreille. Je trouve que les réseaux sociaux permettent à chacun aujourd'hui... Et empêchent parfois la fraude. C'est ça, c'est l'aspect qui m'intéresse en fait. Parce que le fait de prendre les résultats, de les convoyer à l'arrondissement, de venir, de centraliser, de faire tout cela là. Mais il peut y avoir de fraude. Il peut y avoir de fraude. Mais avec les réseaux sociaux, eux aussi, là, les organes de l'État et autres aussi sont tenus d'être un peu dans la base. On en a été convaincus lors de la récente présidentielle. Ouais, non, ce fut une belle expérience. Voilà, la force du numérique. C'est ce que je dis, ce fut une belle expérience. Et donc, c'est pour cela qu'il dit que les réseaux sociaux feront un très bon travail. Nous invitons seulement les uns les autres à éviter les intoxications et surtout à éviter de relayer du n'importe quoi. Surtout les propos qui conduisent à la xénophobie, au racisme. Est-ce que vous voyez, à l'ethnocentrisme, les mensonges façon qui pourraient peut-être créer la rébellion. Parce que voilà des choses qui sont vraiment interdites par le code du numérique. C'est vrai que le code du numérique, c'est plusieurs articles et que déjà on n'avait pas connaissance du tout. Mais je pense que la période est propice pour que dans les états-majors des différents partis politiques, on puisse sensibiliser davantage nos compatriotes sur le contenu pour qu'on sache. Parce que vous savez, et les fautes, quand vous prenez ceux qui sont dans nos maisons d'arrêt, nombreux sont ceux qui sont là, pas ignorance, mais malheureusement, un postulat dit que nul n'est censé ignorer la loi, donc on vous appliquera la loi. Donc, nous avons l'impératif devoir d'informer les gens sur le contenu et sur les risques
qu'ils prennent en relayant même les lieux pour vous. Et donc, quand même vous n'êtes pas auteur et que vous avez relayé, on vous dit que vous serez très important à puni. préciser. C'est très important à préciser. Oui. Ah oui. Landry Angelo Adelakun, nous sommes au terme de cet échange, de ce numéro de décryptage. Votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste, et une fois encore, merci, chers auditeurs de Diaspora FM et téléspectateurs de Eden TV. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et c'est toujours un plaisir de savoir que vous nous écoutez, que vous nous suivez et que vous nous passez vos observations. Et donc, je voudrais souhaiter que ces élections puissent être une période de fête et que les résultats qui seront donnés puissent quand même refléter la réalité des urnes et que chacun de nous puisse continuer à sensibiliser nos compatriotes sur des comportements de paix et de paix en cette période et que ensemble nous puissions au soir du 28 avril et fêter en beauté, que ce soit l'opposition, la mouvance, c'est le Bénin qui gagne. C'est très important. Merci Landry Angelo Adelakun. On va poursuivre cet exercice. On le fera davantage, non seulement sur le code électoral, sur l'achat des partis politiques, mais on le fera aussi sur les prérogatives des instances telles la Sénat, la Cour constitutionnelle. Que doit-on comprendre de ces différentes instances? Et que doit savoir le citoyen en ce moment, jusqu'au soir du 28 avril 2019 et même après? C'est important. Pour qu'après, comme vous l'avez dit, que nul ne puisse dire qu'il est ignorant des dispositions, des tests en vigueur en République du Bénin. Absolument. Merci Landry Angelo Adelakun, merci pour votre disponibilité. C'était le décryptage.